Il est 12h36 et vous avez oublié une information importante. Ah. Et cette information importante, elle vous est donnée en chanson par notre ami, notre frère, Jesse Garonne. Jesse Garon. C'est lundi. C'est lundi, voilà. Dans mon lit, il y a 11 heures. Mal au cœur. C'est fou quand même parce que tous les lundis passent les uns après les autres et vous avez remarqué une chose, c'est qu'ils reviennent. Oui, c'est fou d'ailleurs. Tous les 7 jours. Tous les 7 jours. Tous les 7 jours. Et quand je chante ces lundis, je me dis, mais je l'ai déjà chanté il y a 7 jours. Oui. Et Mais je n'ai pas vu le temps passer. je pense que maintenant c'est une demande. On ne peut pas passer une bonne semaine sans ces lundis. Bon, je le dis pour Pauline Desrouledes, qui n'a pas connu Jesse Garonne. Bonjour, chère Pauline. Bonjour. Bah, nous non plus. Hein. Non plus, il veut pas nous Il va parler. essayer de Chaque lundi, nous passons ces lundis de Jessica Garonne. Et puis parfois on chante, parfois on chante pas. Une façon de bien démarrer la semaine. Finalement. Exactement. Voilà. Bon, ça nous fait plaisir que vous soyez là. D'abord, comment allez-vous ? Parce que j'ai toujours l'impression que vous allez bien, vous. Je me demande parfois si vous avez une baisse de morale. Écoutez, oui, comme tout le monde, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre, l'envers du justement. décor. L'envers du décor, bien sûr qu'il y a des moments plus durs que d'autres, mais ça va, Pascal, je continue de m'entraîner pour des prochains objectifs sportifs. Impossible, c'est le titre aux éditions HarperCollins. C'est sorti quand ? C'est sorti le 25 septembre dernier, Bon. la semaine dernière. Est-ce que vous avez déjà fait une librairie, une signature ? Je vais prochainement faire un lancement officiel dans la ville de Boulogne-Billancourt. Voilà, ça sera Parce annoncé que sur ça mes réseaux sociaux. m'intéresse beaucoup de savoir ce que les gens... D'abord, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, et ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous diront les uns et les autres, parce qu'ils vous connaissent, ils vous suivent. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans la rue lorsqu'ils vous reconnaissent ? C'est vrai que ce qui est toujours frappant, c'est qu'il y a des gens qui me reconnaissent sans voir forcément la prothèse. Moi, ça m'étonne toujours parce que j'ai l'impression d'être identifiée parce que j'ai une jambe de robot, comme dirait l'autre. Mais écoutez, ils me disent bravo pour ce parcours. Je suis toujours gênée face à ce compliment qui fait plaisir. Mais moi, j'en parle. Hein. J'ai l'impression de n'avoir jamais eu le choix et d'avoir essayé de faire comme je pouvais avec un entourage d'acier. En tout cas, les gens sont toujours remplis de bienveillance et ça me donne de la force pour continuer dans mes combats, bien sûr. Je suis la fille qui a perdu une jambe, la blonde, vous savez, qui joue au tennis fauteuil, championne de France, celle qui porte un projet de loi. La fille qui ? Celle que l'on a vue à la télé, entendue à la radio, forte, courageuse, guerrière, résiliente. C'est exact. Depuis le 27 octobre 2018, je suis entré dans le combat et je n'ai jamais quitté le champ de mes batailles. Je souris sur les plateaux, je monte sur des tribunes, je lève les bras, je serre les poings, je vise la victoire, j'éclate de rire et je souris. Encore et encore, je vis à 1000 à l'heure, je vais être utile, cette phrase est très forte. Entraîner les gens, donner de l'espoir. Bien sûr, donner de l'espoir, du sens à ce qui n'en a pas finalement. C'est peut-être ce que j'essaye de faire depuis cet accident que j'ai eu il y a 6 ans maintenant. Voilà, je pense que oui, j'ai une mission, j'en ai plusieurs. Être utile pour les autres, peut-être qui n'ont pas eu la chance d'être aussi bien entourés que moi, de se remettre d'un tel drame où les blessures physiques, psychologiques font des dégâts et puis voilà, c'est ce que j'essaie de faire partout où je passe, auprès des plus jeunes aussi surtout, parce que les jeunes, vous savez, surtout face au handicap, ils ont aucun filtre et je pense que notre société devrait en prendre de la graine parce que finalement le monde est plus simple à travers leurs yeux d'enfants. Vous parlez de la mort de votre grand-père, qui a été un choc important. Et il y a quelque chose que m'a étonné, c'est que vous dites, et vous êtes assez jeune, vous dites, je redoute la maladie, l'hôpital, les piqûres, les horribles tuyaux que l'on branche sur les corps souffrants. Je détourne les yeux des handicapés, de ces gens abîmés ou en chaise roulante que je croise parfois. Comme si le handicap était très présent avant que vous-même en soyez victime. Je pense que ça vient de ma mère qui nous a toujours surprotégés parce qu'elle avait toujours peur, comme toutes les mamans, qu'un drame nous touche. Et voilà, moi j'ai eu la chance d'être privilégiée, d'être vraiment protégée, à l'abri finalement de n'importe quelle blessure. Et c'est vrai que voilà, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Je ne suis pas la seule à le penser. Ça nous protège de le penser. Et c'est vrai que j'ai toujours été loin de ça. Toujours eu une phobie de l'hôpital, du sang, des accidents. Et j'ai finalement été à l'abri jusqu'à cet octobre 2018 où là, c'est la torpeur. Je bascule dans le cauchemar absolu. En tout cas, celui dont je me faisais l'idée. Et c'est vrai que voilà, il y a une espèce de décalage entre la Pauline d'avant, naïve, qui se pensait à l'abri de tout ça, et celle que je suis aujourd'hui maintenant, puisqu'aujourd'hui je sais que ça existe. La souffrance, la douleur incroyable que vous avez subie, cette douleur d'une jambe arrachée, vous en avez encore, j'imagine, la sensation de cette douleur ? Bien sûr, c'est
c'est une douleur qu'on n'oublie pas, déjà psychologiquement, moralement, des moments de grande détresse. Après, Pascal, le cerveau est plutôt bien fait parce que il fait le ménage dans les flashs les plus traumatiques. Après, moi, j'ai aussi suivi tout un travail, notamment avec l'outil EMDR, qui est utilisé pour justement soigner ces flashs visuels et sonores. C'est vrai que la douleur, maintenant, je peux dire que j'ai une capacité de résistance assez élevée. Ça, le corps n'oublie pas. Mais il y a une réaction sur cette douleur lorsqu'elle arrive manifestement qui fait qu'elle est presque tempérée. Je pense que oui, il y a un instinct de survie qui se met en place et voilà, moi je me souviens plus de toutes les douleurs que j'ai eues à plein de reprises différentes parce que voilà, dans la reconstruction, avant de remarcher avec une prothèse, il y a plusieurs étapes et du coup plusieurs douleurs qui sont très aiguës et bien sûr j'ai été aidée grâce à des médicaments, mais finalement c'est pas ce que j'essaye de retenir. Alors bien sûr, si je me replonge dans ces souvenirs, je m'en souviens comme si c'était hier. Et d'ailleurs c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui la moindre petite piqûre, je ne la supporte plus. Je pense que j'en ai tellement eu que finalement je suis devenue douillette. Vous pouvez le croire. Donc ça c'est plutôt bien. Ça veut dire que voilà, le corps oublie vite finalement, mais la blessure psychologique elle reste intacte. Moi je me souviens des moments où je m'endormais seule en pleurant. Le soir à l'hôpital, parce que c'est inévitable, ces moments où vous êtes seul dans votre peine, votre chagrin de ce que va être la vie qui arrive devant vous. Ça, c'est peut-être ce qui m'a marqué au fer rouge encore aujourd'hui. Alors, vous parlez de tout dans ce livre et également de votre sexualité, de votre attirance. Et vous dites, la découverte de mon attirance pour les filles a sonné une rupture avec ma mère. Nous avons défusionné pour le meilleur et pour le pire. Après le cataclysme de cette annonce dans la famille, j'ai dû faire mes armes avec mes peines et mes succès. Mais le mot cataclysme, à l'aune de ce qui est arrivé ensuite, j'imagine que vous avez parlé avec votre mère et que vous lui avez dit, tu te rends compte, t'as été choqué ou que sais-je parce que j'aimais les filles, et tu te rends compte de ce qu'a été ma vie ensuite. J'imagine qu'il y a eu cet échange. C'est bien sûr qu'il y a eu cet échange et surtout il avait quasiment été... c'est-à-dire que ma mère, elle a eu tellement peur de perdre son enfant, donc ça a été balayé d'un revers et elle était surtout heureuse que j'ai une personne qui m'aime à mes côtés, qui est Tiffaine, qui ne m'a jamais lâchée. Mais voilà, j'en parle, je parle de ce coming out un petit peu forcé avec les détails parce que je pense qu'aujourd'hui encore, dans nos sociétés, il y a des jeunes qui souffrent en silence de leur orientation sexuelle, même si c'est de mieux en mieux, et qui peuvent vivre des moments compliqués avec leurs parents, leur entourage. Je pense qu'il faut libérer la parole. Moi, ça n'a jamais été un sujet, mon orientation sexuelle. J'ai toujours dit que j'aimais une personne, en l'occurrence c'était une femme, et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle comme ça. Tiffaine ne manque pas un seul jour de mon hospitalisation. Elle est à mon chevet dès l'ouverture des visites, sans exception. Elle m'apporte un déjeuner différent pour m'éviter les plateaux repas, souvent sans saveur de l'hôpital. Elle me laisse un petit mot chaque soir avant de partir. Elle est toujours là et elle n'est pas en mesure de retravailler. Elle gère notre déménagement. Elle me masse pour soulager mes douleurs avec amour. Elle gère mes crises d'angoisse, de panique. Après les journées trop intenses, elle est une super héroïne. C'est elle qui me sauve. Souvent, à chaque fois que on est ensemble, je vous parle de Tiffaine parce que je vous suis de loin, bien sûr, mais je vois cet amour qui existe entre vous. Et évidemment, il y a vous, et c'est très difficile, bien sûr, pour vous. Mais pour celui qui aime, qui est en l'occurrence votre amoureuse, ce rôle-là, qui n'est pas parfois toujours mis en avant, vous en parlez beaucoup. C'est peut-être ce qui me tient le plus à cœur, la place de la victime de l'ombre. C'est la place de Tiffaine qui est une victime tout aussi directe que moi, sauf qu'elle n'a heureusement pas été blessée physiquement. En revanche, les blessures psychologiques pour elle ont été vraiment très compliquées. Elle a mis sa vie entre parenthèses. Elle était soignée, entre guillemets, comme moi à l'hôpital, à passer effectivement ses journées avec moi et à faire comme elle pouvait pour se tourner vers l'avenir. Donc moi, je tiens vraiment à parler de cette place de ce qu'on appelle les aidants, qui ne sont finalement pas reconnus, en tout cas peu reconnus par notre société, par le monde des assurances aussi. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui a le plus grave, parce que les blessures psychologiques, c'est pour la vie.
c'est quelque chose qui peut vous hanter pendant des années et des années. Et cette place de victime de l'ombre, d'aidant, elle est tellement pas évidente finalement, parce que ce n'est pas vous qui avez l'urgence des soins, mais pour autant, vous devez gérer des choses finalement hyper compliquées. Tiffany, elle a joué ce rôle, elle a dû vivre du jour au lendemain avec une personne qui était en situation de handicap, qui était moi. Vous étiez ensemble depuis combien de temps avant l'accident ? Ça faisait une bonne année qu'on était ensemble, donc bien sûr, on a eu cet aperçu de vie sans handicap. Et voilà, vous viviez ensemble déjà ? Bien sûr, on a dû totalement se réinventer, changer d'appartement. C'était allé vite quand même votre histoire d'amour, si vous vous êtes rencontrés un an avant et vous viviez très rapidement. Je n'avais déjà plus le time, comme je dis. C'est vrai que voilà, j'avais trouvé la bonne personne. En tout cas, voilà, cette place de victime de l'ombre, il faut qu'elle soit entendue. Je connais beaucoup de personnes qui m'écrivent sur les réseaux et qui souffrent en silence, qui sont impuissants parce que voilà, ils aident une personne qu'ils aiment et souvent on ne leur donne pas la place qu'ils méritent. Pauline Manon Stephen, un jour en déboulant dans ma chambre d'hôpital, tu ne devineras jamais quoi, le producteur de Danse avec les stars m'a contacté, il te veut pour la prochaine saison. C'est une blague, j'adore cette émission dont je pense ne pas avoir manqué une seule diffusion. Être choisie est un rêve de petite fille qui se réalise. C'est vrai que ça a toujours été une émission de divertissement que j'aimais regarder, et puis moi j'étais loin d'être une bonne danseuse, donc c'était assez lunaire cette annonce, et surtout un vrai défi, parce que moi, quand j'ai participé le temps d'un soir à cette émission, ça faisait à peine 4 mois que je marchais avec ma prothèse, donc je ne savais pas si physiquement j'allais pouvoir tenir le choc. Et voilà, l'histoire a dépassé peut-être l'émission de télé, parce que pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après cette émission. Bon, il y a beaucoup de choses dans le livre et c'est pourquoi je survole très, très rapidement, bien sûr. Et puis il y a le combat qui est le vôtre, cette fameuse visite médicale pour les plus anciens, tous les 10 ans. Moi, l'idée, c'est une visite médicale pour tous les conducteurs, voilà, avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge. Exactement, et vous aviez rencontré ce vieil homme, vous en parlez d'ailleurs avec beaucoup de tendresse, si j'ose dire. Vous dites, voilà, cet homme, il est mort depuis, cet homme qui a eu l'accident et qui n'aurait jamais dû conduire, bien sûr. Alors, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que ce combat, manifestement, les hommes politiques, ils l'entendent pas beaucoup, pour le moment. Alors, ça c'est de mieux en mieux. Écoutez, après, il faut faire avec l'actualité politique. Là, on a un nouveau gouvernement que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, mais en tout cas, entre le moment où j'ai commencé à mener ce combat, et aussi avec un relais médiatique, il faut le dire, et aussi parce que les Français sont prêts, je pense. Les mentalités évoluent, c'est long, mais on va y arriver. Le débat va être ramené de plus en plus en France, et aussi du fait malheureusement de faits divers, c'est comme ça qu'on les appelle. Le dernier en date à La Rochelle cet été, où on voit bien qu'il y a un problème d'inaptitude à la conduite pour certains conducteurs dans notre pays, et il faut que ça cesse. Et c'est l'histoire de la société française qu'un fait divers, qui devient un fait de société, fait avancer la loi. Donc il ne s'agit pas ni de récupération, ni d'instrumentalisation, mais c'est une prise de conscience qui est produite précisément par un fait divers. Je vous remercie grandement, vraiment c'est toujours un bonheur de vous avoir avec nous. Impossible. Merci Pascal. Et c'est chez HarperCollins. Il va avoir dans une seconde le débrief de monsieur Laurent Tessier. Restez avec nous. À tout de suite sur Europe 1.